messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cette grosse prise de la Marine nationale sénégalaise. Elle a mis la main sur plus de 2000 kg de cocaïne. La marchandise était à bord d'un navire. Les membres de l'équipage sont aux arrêts. Joseph Koto repose désormais au cimetière de Saint-Lazare. L'ancien joueur de la Jeanne d'Arc et entraîneur a reçu les hommages de la nation lors de la cérémonie de levée du corps. C'était ce matin. Le champ des courses a drainé du monde à Tivaouane. Serigne Moustapha Sy a rappelé aux enfants le respect envers les parents, l'importance également de l'éducation des enfants, éléments à suivre dans ce 20h. Et puis FESPACO 2021, 5 étoiles de Mamouri Tchoubo en liste dans la catégorie de documentaire. Vous entendrez la réalisatrice qui s'est confiée à nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La Marine nationale sénégalaise a intercepté le 17 octobre un navire avec à son bord 5 membres d'équipage impliqués dans un trafic international de drogue. 2026 kg plus exactement ont été saisis lors de cette opération qui s'est déroulée à 363 km de Dakar. Le navire intercepté est dénommé La Rosa, renseigne la Marine nationale qui précise que la cargaison et l'équipage ont été remis à la disposition des administrations compétentes pour la poursuite des enquêtes. 3 morts et 10 blessés graves, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce matin à Passingayène dans le département de Nioro. Un car transportant des pèlerins en provenance du Gamou de Kerenyanko s'est renversé. Une information de notre correspondant sur place, Oumar Ndiaye. Je vous l'annonçais dans les titres. 5 jours après son rappel à Dieu, Joseph Koto repose désormais au cimetière Saint-Lazare. Avant son inhumation, l'ancien joueur de la Jeanne d'Arc a reçu les hommages de la nation ce mardi lors de la cérémonie de la levée du corps. C'était à la morgue de l'hôpital Fann. Une cérémonie qui a refusé du monde. Beaucoup de témoignages que nous allons voir dans ce reportage signé Marcel Maroun et Alioune Diagne. L'instant est lourd. La chaleur, accentuée par un soleil de plomb pesante. Qu'importe. L'attente, à cause des témoignages sur la vie et les œuvres de Joseph Koto, en vaut la peine. Koto, comme nous l'appelions affectueusement, fait partie de ces silhouettes agréables et familières aux Sénégalais par leur attachement et leur fidélité à leur métier, leur passion, leur amour de la patrie, leur sens du devoir et du sacerdoce, leur joie de vivre, surtout leur capacité exceptionnelle de transcender les situations les plus difficiles pour les transformer en opportunités afin d'aller plus loin, toujours plus loin et plus au fond et de faire toujours plus et mieux. Toujours plus et mieux, une sorte de credo pour l'ancien sélectionneur des Lions, comme ce fut le cas lors de la dernière Coupe COSAFA réunissant les équipes nationales d'Afrique australe, durant laquelle le Sénégal fut pays hôte et finaliste. Récemment, le Sénégal a été invité au COSAFA, un tournoi qui se déroule en Afrique du Sud. Au pied levé, Koto a mis en place une sélection avec des joueurs de moindre envergure et il est parvenu à hisser l'équipe en finale de ce tournoi. C'était en juillet dernier. Il a dribblé son monde comme il savait le faire. Mais aujourd'hui, c'est à la nation de lui rendre hommage. Mais également, au-delà de sa disparition, essayer d'immortaliser Koto. Je pense que c'est l'œuvre de la Jeanne d'Arc. Ça doit être l'œuvre de la fédération, mais aussi de l'État du Sénégal. Si Joseph Koto maîtrisait surtout le football, sa foi en Dieu faisait également discrètement partie de sa vie. Nous avons voyagé un peu partout. Il ne se séparait jamais de son chapelet. Jamais, jamais. À l'hôtel, dans sa chambre, partout, il était accroché à son chapelet. Donc c'est un signe important. Ça veut dire que les valeurs qui le guidaient, c'était sa foi en Dieu. Après la levée du corps, un passage vers son domicile a eu lieu avant la messe qui s'est déroulée au martyr de l'Ouganda. Joseph Koto repose désormais au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Un repos bien mérité pour Boutchou, comme on le surnommera pour l'éternité.
Marcel Maroun. Direction Tivaouane à présent. Le champ des courses, le gamou de cette année a drainé du monde. Serigne Moustapha Sy a délivré un discours plein de sens. Il a rappelé aux enfants le respect envers les parents, l'entente qui doit exister entre les membres d'une même famille, l'éducation des enfants, autant de thèmes débattus. On voit cela dans cette correspondance signée Charanta Diop et c'est la tire. Serigne Moustapha Sy a livré un discours de vérité qui assoit les bases de l'éducation des enfants. Il a insisté sur la nécessité pour les jeunes de respecter leurs aînés et leurs parents, nécessaire à l'ancrage de la famille. Dans le même siège, il a rappelé la place fondamentale des parents dans la formation civique, l'impératif d'inculquer aux enfants le savoir, l'enseignement islamique. Serigne Moustapha Sy n'y est pas allé par 4 chemins. Il s'est dit outré par le comportement de certaines filles en perte d'identité. À en croire le marabout, cette bonne entente qui existe entre les confréries mourides et tidianes est née sur une base solide. Il a remercié le khalife général des mourides qui s'est beaucoup investi pour la réussite du Maulid. Il décrit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké comme un homme de progrès. Des milliers de talibés sont restés des heures sous un soleil de plomb pour écouter religieusement leur guide spirituel. Le Serigne Moustapha Sy se dit très satisfait du déroulement du gamou. Pour lui, les moustachidines ou les moustachidates ont réussi le pari de la mobilisation. Et puis l'ONG Jamra salue la sortie du khalife général des Tidianes qui décrit la légalisation de l'avortement médicalisé au Sénégal. Maktar Gueye, qui a reçu nos reporters, propose comme alternative des orphelinats. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Yafaraba. L'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste continue de susciter un débat. Pour ces Sénégalais rencontrés, quelle que soit la situation, cela est proscrit. Toute vie est sacrée, on ne peut pas la ôter comme ça. L'islam interdit à toute personne de faire du tort à son prochain. C'est pourquoi je suis en phase avec cette sortie du khalife général des Tidjanes. Quelle que soit la situation, il y aura toujours d'autres alternatives. Un enfant qui naît dans des conditions illégales peut être source de problèmes, mais ôter sa vie aussi, l'islam nous l'interdit. C'est comme tuer un être humain. La sortie hier du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, sur cet avortement médicalisé est venu envenimer la situation, mais cela aussi est fortement applaudi par l'ONG Jamra. Effectivement, le khalife a parfaitement raison, parce que on se souvient du fameux slogan de Soril Ndiou, c'est-à-dire de planning familial. On avait dit non, il n'y a pas de problème, ce sera encadré. Mais on voit le résultat aujourd'hui, des petites fillettes de 15-16 ans qui vont aller solliciter auprès de l'assistante familiale des éléments pour faire du Soril Ndiou, alors qu'il est évident que c'est pour aller faire du vagabondage sexuel. Et pourtant, on nous avait promis que ça va être encadré. Là également, on nous promet que ça va être encadré, mais ce sera la même chose. Parce que la société sénégalaise a ces défauts que nous connaissons tous. Qui propose d'ailleurs comme alternative le recours à l'orphelinat. Encore, proposons donc au mouvement féministe de faire la même chose et d'avoir un peu de compassion pour ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Elles n'ont pas le droit de leur infliger une peine de mort alors qu'elles n'ont pas demandé à naître. Et que tout cet argent qu'elles investissent dans les radios et dans les télés pour faire la promotion de l'avortement, nous leur proposons d'aider les orphelinats qui ont des problèmes de loyer, des problèmes d'eau, d'électricité, pour acheter du lait, des biberons. C'est mieux que de faire la promotion du meurtre des enfants dans le ventre de leur maman. L'article 14 du protocole de Maputo ratifié par le Sénégal fait l'objet depuis quelque temps d'une vaste campagne de communication, même si les religieux restent catégoriques sur la question en marquant leur désapprobation. Autre aspect de l'actualité, la gestion des déchets, une équation à résoudre au Sénégal. L'appel du khalife général des Tidjanes et celui du président Macky Sall cadrent bien avec l'ambition de l'UCG. Plus de 100 points de regroupement normalisés installés dans plusieurs localités vont permettre de lutter contre l'insalubrité. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Mamadou Fall avec des images de Pape Sangoune Mbaye. Des charrettes qui déposent des ordures est l'image de la politique menée par les dirigeants de l'UCG pour lutter contre l'insalubrité. Ici, c'est le point des charretiers, l'objectif, ramasser les ordures des quartiers inaccessibles.
Des quartiers comme la Patte d'Oie, Ouest Foire et Yoff sont inaccessibles. Les charrettes nous permettent de collecter les ordures qui s'y trouvent. Ces points de l'UCG nous facilitent le travail. La propreté des villes, des départements, des communes, des quartiers est le vœu le plus cher des autorités politiques et religieuses. Ce qui amène l'UCG à initier des points permettant aux populations de jeter en toute quiétude leurs ordures. Je peux dire que c'est la propriété, quoi. Une fois qu'on a des ordures, donc on devait les mettre dans un seul endroit pour que l'endroit soit propre. Il y a en fait des réceptacles de collecte d'ordures par dépôt directement des ménages vers ces points, par dépôt volontaire. Ça a pour objectif non seulement de réduire ou en tout cas de limiter la prolifération des dépôts sauvages qu'on a l'habitude de voir dans les quartiers, mais aussi de créer le premier niveau dans notre stratégie nationale pour aller vers du tri sélectif et plus tard vers de l'économie circulaire. Un combat de tous les jours afin d'imposer la marque de propreté comme Dubaï, mais l'objectif est loin d'être atteint. Je pense qu'il ne faut pas du tout verser dans l'autoglorification. On est très loin. Le chef de l'État a donné une vision. Il a parlé de Dubaï. On est très loin, mais en tout cas, ça permet d'avoir un cap et d'aller vers cette direction. Donc... La gestion des ordures demeure un casse-tête au Sénégal. Plusieurs organisations se sont succédées pour instaurer définitivement la salubrité. Mais c'est avec UCG que les choses semblent avoir une vision, un objectif selon certains agents du net. D'ailleurs, l'objectif visé est Sénégal. 0 déchet. Les négociations sont prévues pour plus de solutions à ce problème, à cette crise qui secoue le secteur du nettoiement. Selon le directeur de l'UCG, pour lui, sa structure doit 6 milliards de francs CFA aux concessionnaires, mais toutes les mesures seront prises pour assurer le ramassage des ordures, quelle que soit la situation. Je vous propose de l'écouter, les propos recueillis par Modou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de nous assurer que les ordures vont être prises, quelle que soit la situation qui se présentera devant nous. Donc, nous sommes en train de travailler sur des plans alternatifs si ce mouvement, entre guillemets, de grève devrait se confirmer. Mais la plupart des personnes que j'ai entendues dans différents médias dire qu'ils vont aller en grève sont déjà en grève parce qu'ils ne font pas 80% de ce qui est attendu d'eux et ça dure depuis des mois. Et pourtant, je le répète encore une fois, des efforts financiers importants ont été faits par l'État. En tout état de cause, il faut trouver un équilibre. Nous leur devons de l'argent. L'État doit faire des efforts pour les soulager parce que c'est des entreprises sénégalaises qui emploient des Sénégalais et qu'on doit appuyer. Mais on est dans un pays aussi où il y a beaucoup de priorités, donc il faut savoir raison garder. En tout état de cause, le contact n'est pas rompu. On continue à discuter et je pense qu'on trouvera une solution équilibrée pour tout le monde. Plus de 20 milliards de francs CFA durant ces 5 dernières années ont été injectés dans le domaine de l'assainissement, l'eau, entre autres par Caritas Sénégal. Alphonse Seck soutient lors de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté que l'Église a pour sacerdoce d'aider les personnes vulnérables à sortir de la promiscuité. Il souhaite une synergie d'action de toutes les parties concernées en vue d'éradiquer la pauvreté au Sénégal. Je vous propose donc de suivre cet élément signé Fatimata Touré. Une organisation internationale qui a beaucoup œuvré dans le social au Sénégal. Quelles sont les missions de Caritas? Vous savez, Caritas, c'est le mot latin pour dire charité, amour. La mission de Caritas, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui non seulement sont dans la pauvreté et la misère, mais veulent s'en sortir, veulent participer, veulent être de ceux qui comptent, n'est-ce pas? C'est vers eux que nous allons. Beaucoup d'actions sociales ont été faites, surtout lutter contre la pauvreté. Il y a de grands domaines qui sont identifiés comme étant des domaines forts de l'action de Caritas, que nous appelons des segments. C'est tout ce qui touche à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement. Quand vous prenez l'eau, Caritas a creusé à travers le pays des dizaines et des dizaines de forages. Dans la séquence des 5 dernières années, 2015 à 2020, nous avons mobilisé 20 milliards 300 millions de francs CFA pour ces actions de Caritas dont j'ai parlé. Un travail en synergie avec l'État, mais aussi toutes les organisations citoyennes est souhaitable. Nous avons réfléchi pour faire un peu l'état des lieux de nos stratégies, de nos politiques, de notre action, pour arriver maintenant à prendre des voies nouvelles
et à travailler davantage en synergie. Parce que la pauvreté, personne ne peut y venir à bout. Il faut que ce soit le travail de tous. Ces dernières années, la pauvreté a pris des proportions inquiétantes. Caritas promet d'être toujours aux côtés de ces couches vulnérables pour un développement durable. À Dagana, à présent, où les jeunes dénoncent le bradage des terres au détriment des jeunes de la localité. Le nombre pléthorique d'élèves dans les salles de classe. Ils ont aussi demandé l'audit du foncier dans cette commune du Waalo. C'était lors de la remise des fournitures aux élèves démunis de cette municipalité. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les jeunes de Dagana ont appuyé les élèves des 12 écoles élémentaires de cette commune du Waalo. Une occasion pour les jeunes de passer en revue les maux qui gangrènent l'éducation des enfants, mais aussi toucher du doigt le problème du foncier au niveau communal. Pour le collectif des directeurs d'école de Dagana, beaucoup d'établissements manquent de tables-bancs. Il y a le manque de maîtres et surtout le problème le plus récurrent actuellement, et ça sera un cri de cœur. Nous manquons de tables-bancs. Actuellement, les élèves sont par 4, voire même par 5. Les jeunes organisateurs de cette rencontre ont surtout abordé la question du foncier. Selon eux, ils ont de sérieux problèmes pour avoir accès aux terres. Toutes les terres de cette commune ont été vendues. Il n'y a plus d'espace libre à Dagana. Les jeunes ne peuvent plus avoir un logement dans cette commune. Nos cimetières sont pleins et on a parfois des problèmes pour enterrer nos morts. Les jeunes sont laissés en rade par nos autorités. Pour éradiquer le bradage des terres dans cette commune du Waalo, les jeunes demandent l'audit du foncier. Dénonçons cela et recommandons, exigeons, demandons l'intervention de l'État sénégalais et demandons un audit du fichier concernant le foncier. Nous sommes en train de traverser une situation assez désastreuse. Je vous ai dit tantôt, nous n'avons pas une très grande ville. On a une ville qui ne regroupe pas trop de population. Néanmoins, nous n'avons même plus de place pour les cimetières. Nous n'avons même plus de place pour nos morts parce que l'équipe municipale qui est en place a bradé le foncier. À Dagana, les jeunes ont mobilisé leurs moyens pour accompagner les élèves. Ils veulent surtout que l'État prenne en charge la question du foncier à Dagana, qui est géré de façon nébuleuse et discriminatoire. Ousseynou Diop, le syndicat démocratique des agents de santé exige le recrutement des agents de santé communautaires dans la fonction publique ou locale. Il menace de perturber le système sanitaire dès la fin du mois de novembre prochain. Explication dans cette correspondance signée Babacar Diouf. La situation des agents de santé communautaire est plus que préoccupante pour le syndicat démocratique des agents de santé du Sénégal. Son secrétaire général l'a révélé ce samedi à Bombay. Malheureusement, ces gens-là sont dans des situations précaires. Ça veut dire que c'est des gens qui parfois travaillent dans les structures pendant 20 ans. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ils sont mal payés. Parfois, certaines personnes ont des salaires de 30 000 francs, 50 000 francs et c'est des pères et des mères de famille. Et cette situation de précarité ne protège pas la population. Il faut alors revoir leur prise en charge et décréter leur recrutement dans les fonctions publiques locales. Leur permettre en tout cas de pouvoir régler le problème. Donc, nous demandons aujourd'hui au président de la République et au ministère de la Santé de faire en sorte que réellement, dans ce cadre, surtout avec la fonction publique locale, ça permettrait en tout cas de pouvoir régler pas mal de problèmes dans le cadre de ces situations. Sinon, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé va bloquer le secteur dans les jours à venir. Dans les jours à venir aussi, nous allons faire 3 jours de grève, en plus d'autres activités que nous risquons de boycotter, c'est-à-dire la vaccination. L'autre élément pris comme décision, c'est la rétention d'informations que nous allons démarrer dès la fin du mois de novembre. Début décembre, à partir du 5 décembre. Cheikh Seck et ses camarades procédaient ce samedi à la mise en place de la section départementale du syndicat démocratique des agents de santé du Sénégal. Voilà, c'était le reportage de Babacar Diouf, FESPACO 2021. Nos reporters ont assisté à la projection du film de Mamouri Thioubou, 5 étoiles, en lice donc dans la catégorie documentaire. Et l'histoire se passe dans ce lieu d'infortune appelé 5 étoiles où Maliens, Sénégalais et Guinéens et autres se retrouvent pris au piège de leurs rêves. Commence alors un nouveau combat. Nous écoutons la réalisatrice interrogée par nos envoyés spéciaux Ibou Diouf et Yaya Diallo.
Avoir son film au FESPACO, c'est un immense honneur. Tout cinéaste en rêve et vraiment c'est la concrétisation d'un rêve, disons, de beaucoup d'années de travail. Et voilà, je suis hyper heureuse d'être là en fait. Bon, 5 étoiles en fait parle de ces jeunes migrants qui quittent nos pays d'Afrique subsaharienne pour aller vers l'Europe. Ils prennent la route du désert, ils passent par la Libye, ils traversent la Méditerranée, arrivent en Italie, ensuite ils passent par les montagnes pour aller en France. Et une fois qu'ils arrivent en France, certains se retrouvent à Lille. Donc je les ai rencontrés en fait à Lille et leur situation dans ce squat abandonné où ils vivaient, ça m'a interpellée et je me suis en fait posé des questions sur le pourquoi de ce parcours migratoire, pourquoi ces jeunes prennent-ils tous ces risques. Qu'est-ce qui en fait les motive à faire ce voyage? Ce sont les migrants eux-mêmes. Comme vous avez vu, ils vivent très chichement et finalement le squat a d'ailleurs été disloqué. Les policiers sont intervenus, ils ont fait sortir tout le monde parce que les conditions de salubrité justement devenaient trop problématiques pour que les gens restent sur place. Actualité sportive à présent, l'équipe nationale féminine du Sénégal est à Monrovia. Elle rencontre ce mercredi son homologue du Libéria dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Début des discussions également, FIFA, sélectionneur en vue d'un mondial tous les 2 ans. C'est le menu du Round-Up Sport avec Chirsa Dibougara. Football pour démarrer. L'équipe nationale féminine du Sénégal se trouve actuellement au Libéria. C'est pour les besoins du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2022 du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. La marche allée de la confrontation Libéria-Sénégal est prévue ce mercredi à 16h. Le match retour est programmé dans 2 semaines au stade Lat Dior de Thiès. Football toujours, la FIFA continue ses échanges avec les acteurs du sport roi sur l'organisation de la Coupe du monde de football tous les 2 ans. Cette fois-ci, les sélectionneurs sont ciblés pour les discussions qui vont se dérouler en visioconférence ce mardi et jeudi. Si la position des sélectionneurs africains n'est pas encore connue, celle de la CAF est favorable à un mondial tous les 2 ans. Pour Motsepe, le président de l'instance, l'Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire, reste à voir. Passons au handball. Il y a des changements sur les bancs des sélections du Sénégal. Frédéric Boujan quitte en effet celui des Lions pour celui des Lions. Le technicien français est nommé pour une année après avoir dirigé la sélection nationale féminine durant 5 ans. Frédéric Boujan, à qui il est demandé d'amener les Lions au haut niveau, commence son travail par un stage du 1er au 6 novembre prochain à Cherbourg, en France. Terminons par les Jeux olympiques d'hiver 2022. La flamme olympique a débuté son parcours vers Pékin à 3 mois de la compétition, prévue du 4 au 20 février 2022. 2900 athlètes sont attendus en Chine en dépit de l'appel au boycott lancé par les défenseurs des droits humains. Ces derniers dénoncent et parlent de génocide en cours dans ce pays. Le Comité international olympique CIO brandit de son côté sa neutralité politique. Et puis retenez en Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye mené à la 60e minute sur sa pelouse par Leipzig 2-1. Et pourtant, ce sont les Parisiens qui avaient ouvert le score par Kylian Mbappé. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale avec le réchauffement climatique en Afrique qui menace quelques 118 millions de personnes pauvres d'ici 2030. Le président turc en tournée en Afrique de l'Ouest à 2 mois du sommet Turquie-Afrique prévu au mois de décembre prochain. Entre autres, c'est l'essentiel de l'actualité internationale avec Daniel Diouf. Plus d'une centaine de millions de personnes menacées par l'accélération du réchauffement climatique en Afrique à cause de la disparition probable des rares glaciers qui existent sur le continent. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce mardi dans un rapport sur l'état du climat en Afrique publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse. L'ONU met en évidence la vulnérabilité de l'Afrique. Puis d'après la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, d'ici 2030, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique.
si des mesures adéquates ne sont pas prises. Le président turc est arrivé ce mardi au Togo, 6 mois après l'ouverture de l'ambassade de Turquie dans ce pays, la première étape d'une tournée qui le conduit en Afrique de l'Ouest. Outre le Togo, Recep Tayyip Erdogan se rendra au Nigeria et en Angola. Une tournée en amont du 3e sommet Turquie-Afrique prévu en décembre prochain. Déjà, des interrogations sur ces objectifs, principalement qualifiés d'économiques, puisqu'il s'agit de venir soutenir les grandes entreprises turques de travaux publics capables de construire des infrastructures moins chères que leurs concurrentes européennes et de meilleure qualité que leurs concurrentes chinoises, selon les observateurs. Et puis, au moins 41 personnes sont mortes dans le nord de l'Inde, emportées par les inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités. Ces pluies torrentielles qui n'ont pas ébranlé, mais vraiment pas, ce couple qui a trouvé le moyen de braver les routes inondées en tenue de mariés pour célébrer leur mariage. Les services de météorologie indiens ont étendu mardi leur alerte et prévoient des pluies fortes à très fortes dans le nord du pays durant les 2 prochains jours. Par endroits, plus de 400 mm d'eau sont tombés lundi. Merci à vous, Daniel Diouf. Et puis ces images insolites qui nous arrivent de Matam, des abeilles qui sifflent la fin du match Navetan qui opposait Kaoral à Soubalo, Soubaro plutôt à Laïcé Waléré. C'était au stade régional de Matam. Le sauve qui peut, comme on peut le voir sur ces images. C'est grave. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.